tous. Bon, on n'est pas très nombreux, on va essayer de faire quelque chose d'un peu interactif avec les gens qui sont là. L'idée aujourd'hui, c'est de parler des impacts du traitement des données, à la fois dans les usages, mais aussi les bonnes pratiques et les gestes à avoir quand on stocke et on traite de la data. Aujourd'hui, on a 3 intervenants avec nous. Le premier, ça va être Gaël Philippe, qui est en distanciel. Est-ce que tu nous entends, Gaël ? Oui. Bon, on revient vers toi bientôt. Ensuite, Laura Tian et Jérôme Béranger, pardon, désolé. Peut-être qu'on va juste commencer par faire un premier tour de table. Laura, je te propose de te présenter, même si tu as été présente sur pas mal de tables rondes. Peut-être qu'il y a des gens qui ne t'ont pas encore vu sur cette semaine. L'habitude de plutôt animer que de m'exprimer. Donc Laura Tian, je suis de formation juriste spécialisée sur tout ce qui est données à caractère personnel. Si vous cherchez quelqu'un pour vous parler RGPD, je pense que je pourrais couvrir la plupart des sujets. Mon autre activité, c'est également de travailler avec mon associé autour d'une entreprise qui a pour objectif de sensibiliser à la sécurité numérique et améliorer les pratiques des PME, notamment sur ces questions. Mais je viens clairement pour parler RGPD et protection des données aujourd'hui. Ça marche, merci. Jérôme, tu prends le relais ? Oui, bonjour à tous. Donc Jérôme Béranger. Donc moi, je suis le cofondateur et CEO de la société Goodalgo, qui est une entreprise spécialisée dans tout ce qui est la data science, la valorisation et la gouvernance des data pour les entreprises, mais également aussi le développement de l'intelligence artificielle, des plateformes, et aussi notamment notre singularité vers le développement et l'accompagnement éthique de tout ce qui est les projets digitaux pour les entreprises. Et j'ai d'autres casquettes où je suis chercheur associé à l'INSERM et essayiste où j'écris je rédige des livres en fait sur le sujet. Merci. Gaël, à ton tour de te présenter. Gaël Philippe, société Data Sulting, donc je suis président de la société. Et nous, on est un cabinet de conseil basé à Montpellier. Et on a pour vocation d'accompagner les PME et les ETI sur leurs problématiques de valorisation et d'exploitation des données pour servir la performance de l'entreprise. Donc, on aime accompagner des boîtes qui se posent des questions dès le départ sur comment je peux mieux utiliser ces fameuses données que j'ai un petit peu partout dans mes différents fichiers, mes différents logiciels. Super. Merci Gaël. Désolé pour le petit contretemps. Maintenant, ça devrait bien fonctionner. Super, et du coup, merci. pour finir rapidement, moi, je suis Thibault Lucas. J'ai une société en intelligence artificielle aussi, spécialisée dans le traitement d'images. Nous, grosso modo, on équipe des équipes d'ingénieurs pour les accompagner dans leurs travaux. On fait du MLOps, donc c'est tout ce qui est après le développement du modèle et le maintien en production de ces modèles, voilà, dédié à la computer vision. Donc aujourd'hui, comme on va parler des impacts, les impacts, ça peut être relativement large, il peut y avoir à énormément de niveaux. L'idée aujourd'hui, ça va être de focus sur 2 grosses thématiques. Le premier, ça va être l'impact environnemental, en fait, du traitement des données, que ce soit au niveau du stockage ou de leur valorisation. Et ensuite, on parlera des impacts éthiques que peuvent engendrer le traitement des données. Du coup, l'idée, ça serait vraiment de commencer par un peu scinder la politique de stockage des données avec cette notion qu'il y a eu pendant assez longtemps de big data. On a encouragé beaucoup les entreprises à stocker beaucoup les data. Et j'aimerais bien peut-être commencer par une question toute bête, c'est est-ce que c'est vraiment utile de stocker toutes les datas d'une entreprise ? Je ne sais pas qui veut se lancer. Peut-être Gaël, ou tu travailles un peu sur les usages, Allez. ça peut être quelque chose pour toi. Je vais me lancer, je suis pour la data detox, alors on va lancer un nouveau métier. Oui, effectivement, nous, on a plutôt tendance à conseiller nos clients dans leur démarche sur dire ne commencez pas par la technique, parce que c'est vrai qu'on a toujours eu une logique de dire on fait du big data, collectons et essayons de mettre un maximum, de stocker un maximum, et on verra plus tard ce qu'on fait de la donnée. Nous, notre conseil, il est plutôt inverse, c'est de dire concentrez-vous d'abord sur les usages que vous voulez faire de cette donnée. Donc, essayez de réfléchir aux données qui vous sont vraiment utiles. Faites des arbitrages, toutes les données ne sont pas utiles, et celles qui ne le sont pas, faites en sorte de ne pas les stocker, nettoyez vos bases. Et ça, c'est plutôt notre position et le discours qu'on tient. Et a priori, c'est le discours qui est globalement de plus en plus tenu par l'écosystème. D'accord, du coup, peut-être question suivante, comment est-ce qu'on peut décider quelles données pertinentes à stocker ?
Alors, je ne sais pas si la question s'adresse à moi, mais en tout cas, chez nous, on travaille souvent sur la définition des cas d'usage, c'est-à-dire au final de quoi l'entreprise a réellement besoin pour améliorer. On travaille sur la performance des différents métiers de l'entreprise. Et de dire, voilà, si on travaille sur des données clients, est-ce que j'ai besoin de toutes les données? Déjà, d'une part, j'ai entendu Laura qui va parler de données personnelles, donc forcément, il y a le RGPD qui rentre en compte. Nous, on travaille souvent sur des données anonymisées. On n'a pas besoin de toutes les données pour faire des études, notamment des études de connaissances clients. On n'a pas besoin de connaître typiquement les numéros de téléphone du client, on n'a pas besoin de connaître son nom et son prénom, on a besoin d'avoir des notions, et donc du coup, toutes les données ne sont pas bonnes à stocker. Et ça peut s'appliquer à différents cas d'usage selon les besoins de l'entreprise. Et derrière, forcément, le stockage qui va être nécessaire sera aussi revu. Est-ce que par hasard, vous auriez, Laura ou Jérôme, un cas concret finalement d'arbitrage des données qui pourraient être pertinentes à stocker pour des applications d'IA? Par exemple, quelque chose tout bête, mais je regardais tout à l'heure, en 1 minute, il y a 150 mails qui sont envoyés dans le monde. Est-ce que ça, pour vous, c'est des datas qui méritent d'être stockées ou pas? Et si jamais vous avez d'autres cas potentiellement de data qu'on génère en continu, qu'on peut soit évacuer pour essayer d'être un petit peu plus responsable, ou alors au contraire qui est très important de stocker? Donc nous, c'est vrai que on s'aperçoit, c'est que toutes les entreprises ou même les utilisateurs lambda font de plus en plus de ce qu'on appelle de l'infobésité, quoi. C'est-à-dire que y a de l'information et ça s'accumule, ça se cumule, c'est exponentiel. Et le problème, c'est peut-être pas forcément comment le réduire, c'est surtout à la base les identifier, les catégoriser pour savoir celles qui sont prioritaires, qui ont du sens. Et le mot sens, en fait, on s'en aperçoit, c'est un des notions fondamentales pour une entreprise, parce que c'est là où on va décider qu'est-ce qu'on fait avec ces données. Si on les met dans des catégories, dans des SAS intermédiaires, où on va peut-être pas les utiliser immédiatement, mais il ne faut pas non plus les détruire, parce que peut-être qu'à l'instant T plus 1 ou T plus 2, à moyen terme, ces données qui, d'un point de vue opérationnel, ne sont pas super utiles et efficaces et bénéfiques, mais à moyen terme, parce qu'il y a des nouvelles technologies, ou il y a des nouveaux clients qui font que, ou des nouvelles attentes, exigences, qui font que ces données-là, elles vont prendre de la valeur. Et donc du coup, je pense qu'avant de dégraisser au maximum, il faut déjà les identifier, les associer, les étiqueter, et savoir les fonctionnalités que ça peut entraîner, et après stocker par ordre de priorisation. Et voilà. Après, c'est vrai que les données, on va dire, les données restent très volatiles. Et donc, du coup, c'est ça qu'il faut avoir tout un tableau de bord ou un suivi, un monitoring des datas et de leur cycle de vie. Donc, des exemples concrets, c'est que à l'usage, on voit bien que finalement, de l'IA pure, si elle n'est pas alimentée par des données toujours aussi évolutives et constantes dans le temps, etc., ces applications d'IA ne servent pas à grand-chose. C'est comme un processus creux, finalement, qui n'a pas d'essence, donc le moteur, il n'avancera pas. Ou il ne sera pas pertinent, ou il ne sera plus en lien, en phase avec le contexte qui évolue. Et donc, du coup, c'est ça qu'il faut voir pour prioriser, et toujours avoir un retour client, finalement, aussi, et professionnel. Moi, ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est notamment en termes de la data science, c'est que quand vous développez ou vous conceptualisez un projet d'IA ou autre, il faut avoir toujours en tête, et donc qui va alimenter par de la data, il faut toujours avoir en tête qu'il doit répondre à la fois aux attentes des clients, potentiels clients ou citoyens, mais aussi aux exigences de l'utilisateur professionnel. Donc c'est vraiment une triangulation qui est ultra importante, et c'est à partir de tous ces aperçus-là qu'on peut aussi filtrer et sélectionner ce que j'appelle la hiérarchisation sélective de la data, pour avoir de la data de qualité et qui soit le plus bénéfique et d'usage, en fait, finalement. D'ailleurs, je veux bien rebondir là-dessus, parce que quelque chose d'assez intéressant, c'est de se dire que finalement les données, si on réfléchit à l'applicatif final, qui va être basé sur la data, elle est elle aussi un peu bornée dans le temps par l'intervalle de temps des données. C'est-à-dire que si on fait un modèle de prédiction, il va être basé sur les données qu'on a utilisées par le passé. Et comme vous disiez, il faut avoir quand même quelque chose qui est toujours collé à
à la réalité business, hein. Donc finalement, il y a une expiration de la donnée, en quelque sorte. Donc est-ce que ça fait du sens de réfléchir à des stratégies de stockage temporaire de la data pour créer des modèles qui évoluent au fil du temps? Et surtout, comment est-ce qu'on peut décider que les données ont expiré, en quelque sorte, et qu'on ne va plus avoir de valeur à générer via ces données-là? Si je reformule la question, est-ce que c'est important et faisable de donner une date d'expiration à ces données, finalement? Alors pour le coup, la juriste en moi va dire oui, oui, bien sûr que oui. Très clairement, on a quand même beaucoup de textes légaux, qu'ils soient français ou européens, qui limitent énormément le stockage de la donnée, ce qui d'ailleurs fait hurler beaucoup d'entreprises, puisqu'en général, elles ne savent... Bon, maintenant c'est bon, tout le monde s'y est un petit peu mis, mais elles avaient du mal au début à savoir exactement combien de temps elles devaient conserver des données, comment s'y mettre, est-ce que je dois supprimer la version papier et la version sur mes fichiers. Enfin, c'était un petit peu ingérable pour beaucoup de structures. Et j'ai eu beaucoup de clients à un moment dans la santé, notamment, où on a une quantité, une volumétrie de données qui est titanesque, puisqu'on part sur de la conservation de données à 20 ans. Qui doit être la plus exhaustive possible, notamment pour tout ce qui est risque de poursuite, hein, soyons honnêtes. Clairement, ne pas envisager de date de péremption, on va dire, de la donnée, c'est déjà s'encombrer de données souvent inutiles. Moi aussi, je suis pro data detox. J'avais bien aimé l'expression d'ailleurs. Elle n'est pas encore déposée. je vais m'en saisir. Elle est vraiment chouette. En gros, on ne peut pas juste considérer qu'on stocke de la donnée et qu'à aucun moment on ne va la supprimer. Certes, il y a une importance à avoir de la donnée pour pouvoir développer des outils sur le plan business, clairement, hein, il y a un enjeu. On a une notion aussi de conservation de la donnée pour pouvoir rebondir sur celle-ci. Si je vais rester dans le domaine de la santé, si vous développez une maladie quand vous êtes enfant et que vous n'êtes pas en capacité de pouvoir poursuivre votre médecin parce qu'il vous a charcuté de la mauvaise façon, ça risque d'être délicat d'intenter une action en justice s'il n'y a plus votre dossier médical. Pour autant, je pense qu'effectivement, il est important de la conserver suffisamment longtemps pour pouvoir en faire quelque chose. Avec les modifications légales, il y a eu beaucoup d'entreprises qui avaient peur que, par exemple, on leur dise supprimer tous les mails envoyés par... il faut que je supprime tous les mails envoyés par mes clients. Du coup, je ne peux pas repérer que tel outil est le plus souvent sollicité pour une amélioration. Je ne peux pas envisager de nouvelles fonctionnalités sur telle et telle chose. L'exemple que tu donnais sur les mails est extrêmement pertinent. On stocke une quantité de mails phénoménale, alors qu'à côté de ça, tout ce qui nous intéresse, c'est les pièces jointes. Il y a une forme de responsabilité justement à avoir sur le tri qu'on fait déjà quand on travaille en général. Et après, pour l'exploitation de la donnée, le fait de faire ce tri ne gêne absolument pas pour pouvoir développer des modèles d'analyse, puisque au final, c'est que la donnée pertinente qui reste. Donc la bonne pratique, c'est, en tout cas à mon sens, on supprime ce qui ne sert à rien sur le plan opérationnel, tout en conservant une forme de mémoire de l'entreprise pour pouvoir développer des choses utiles. On supprime par exemple le fait que des gens ont dit « Ok, merci » dans leur réponse mail, mais on garde le « Bonjour monsieur, madame, j'ai un souci avec telle ou telle chose, comment je peux faire pour pouvoir obtenir une réponse sur telle question pour pouvoir par la suite envisager des améliorations à son outil ». Je peux me permettre de rebondir là peut-être sur les propos de Laura. En fait, je suis d'accord avec elle là, sur cette notion de limitation dans le temps et peut-être dans les exploitations des données. D'ailleurs, alors juste pour faire un petit lien, on mène un observatoire de la maturité data des entreprises. Cette année, on a un chiffre sur la gouvernance des données, puisque ça fait partie de ces sujets-là. C'est comment je maintiens la donnée dans l'entreprise et comment je fais en sorte qu'elle soit de qualité. Aujourd'hui, dans les répondants, on a à peu près 300 entreprises qui nous ont répondu à l'échelle du territoire. Moins de 50% disent assurer le suivi de cette qualité. Donc déjà, je ne suis même pas sûr que la moitié des entreprises sachent ce qu'ils font concrètement de leurs données. Est-ce qu'elles sont de qualité, pas de qualité? Est-ce qu'elles sont arrivées à leur échéance, entre guillemets, dans leur exploitabilité? Donc déjà, il y a ce constat qui est de dire, au final, il n'y en a pas tant que ça qui savent gérer, exploiter leurs données convenablement, en tout cas assurer le suivi de la qualité. Et après, moi, ce que j'entends beaucoup, il y a de plus en plus, on parle des data scientists qui arrivent et qui travaillent sur des sujets big data, qui font de la data science. Donc, Jérôme l'a exprimé, des projets
avec de l'IA ou pas, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir toujours de l'IA dans les sujets de data science. Mais en fait, ce qui intéresse souvent les data scientists, c'est le côté, voilà, la quantité, le big data. C'est-à-dire, j'ai du volume de données qui va me permettre d'explorer des choses qui n'ont pas été explorées jusqu'à maintenant. Donc, ça se confronte aussi quelquefois à ce côté data detox, c'est-à-dire, est-ce que des données sont utiles ou pas? Qui va le définir dans l'entreprise? Si la donnée est utile ou pas? Qui définit les cas d'usage? Est-ce que c'est le data scientist? Est-ce que c'est le responsable du département? Est-ce que c'est le chief data officer? Donc, il y a ce sujet de gouvernance, à mon sens, est super important pour définir, pour voir comment on va organiser cette gestion des données, cette exploitation des données. Et oui, et puis juste pour compléter, on voit bien aussi l'intérêt de catégoriser les données entre elles pour une autre chose, c'est que ça évite aussi de faire des doublons, c'est-à-dire de stocker des doublons. Parce que le problème, c'est que, c'est bien, on parle de big data comme si c'était un peu une boîte noire où on met maximum de données, on le secoue, et puis on trouve des corrélations qui sortent. Et à la fin, on ne sait même plus le sourcing de ces datas. C'est-à-dire que là, on prend des exemples sur une entreprise, mais vous prenez des essais cliniques, vous prenez des gros volumes de données qui viennent d'accès différents, etc. Ça pose un vrai problème parce que ça va avoir des répercussions sur des biais qu'on va être attribués à telle ou telle cohorte qui sont peut-être complètement, en niveau intrinsèquement parlant, ces données vont être peut-être biaisées. Et à la fin, vous n'avez même plus l'observation et puis tout ce qui est la transparence sur ce que vous faites avec tel ou tel type de données. Donc il y a vraiment une réflexion en amont dans l'acquisition des datas. Et après, forcément, il faut le suivre tout le long du cycle de vie, mais jusqu'au suivi et l'accompagnement, et qu'est-ce qu'on en fait à l'usage et à la restitution. Et le stockage fait partie d'une étape primordiale, je pense, pour justement structurer au sein de la gouvernance de l'entreprise ces différentes catégories de données. Et après se pose la question de voilà, combien de temps on va les stocker. Donc il y a quand même, on a parlé dans le domaine de la santé, nous c'est un de nos domaines de prédiction chez Good Algo. Et voilà, donc c'est 20 ans je crois pour les cabinets libéraux, l'hôpital je crois même c'est même jusqu'à 30 ans. 20 ans aussi? Parce que bon, il y a quelques années en tout cas c'était 30, ça c'est sûr. C'est juste le dossier du patient doit être conservé pendant 20 ans à compter du moment où le patient fait sa dernière visite. D'accord. Bon, du coup, vous voyez bien que la durée est quand même assez importante. Et donc, du coup, il faut quand même avoir une certaine rigueur sur tout ce qui est les stockages. Ça marche. Donc, si on résume, grosso modo, les trucs à retenir, c'est penser au cas d'usage avant de penser big data et que toutes les données n'ont pas la même valeur, concrètement. Pour le moment, on a parlé données, mais on n'a pas réellement parlé applicatif. Donc on a dit qu'il fallait réfléchir au cas d'usage, mais en termes d'impact, on peut aussi réfléchir à l'impact quand on développe les applicatifs. Donc comme disait Gaël, ce n'est pas nécessairement l'intelligence artificielle, mais ça va être de la data science au sens un peu large. Récemment, il y a eu quand même une nouvelle vague qui est montée dans la société de manière absolue, qui était la sobriété, et il y a eu à peu près l'équivalent en sciences qui s'appelait la frugalité. Donc c'est en fait comment faire du small data, travailler avec moins de données, donc un petit peu optimiser finalement l'impact à la fois carbone du compute, mais aussi rendre des algorithmes plus efficaces. Est-ce que ça, c'est des sujets auxquels vous avez travaillé, par exemple, chez Good Algo récemment, la notion de frugalité et de small data? Alors, pas forcément dans cette dernière année, mais parce que nous, on a une orientation très appliquée ces derniers temps sur tout ce qui est l'éthique et l'accompagnement avec les différents labels qu'on a mis en place et le conseil autour notamment de l'IA de confiance. Mais c'est vrai que précédemment, dans d'autres missions, forcément, cette notion va assez vite sur le terrain, parce que voilà, on voit bien qu'il y a une boulimie autour de la data et qu'il va falloir dégraisser, entre guillemets, aussi tout ce qui est ces gros volumes de données. Et les small data permet justement aussi de prendre des projets et de les cibler, donc les personnaliser aussi à un moment donné pour telle ou telle entreprise ou client, et d'avoir une vision vraiment précise de tout ce qui se passe dans les différentes étapes du projet, quoi. Et donc du coup, ça, c'est très lié aussi à tout ce qui est les applications avec de la data visualisation, qui permet de suivre finalement aussi en monitorant tous ces flux de données en small data, et qui permet d'être très pertinent pour l'entreprise
qui peut le développer à l'usage en fait. Moi, j'ai cru que Gaël, tu voulais dire quelque chose. Oui, éventuellement, je peux rebondir parce que on revient sur le data detox et effectivement, il y a cette tendance à la boulimie, y compris pour la visualisation des données, c'est-à-dire est-ce que je peux faire du quotidien, voire du temps réel sur certains usages, alors que ça n'est pas nécessaire dans le pilotage d'une entreprise. Je n'ai pas besoin de savoir toutes les 3 minutes si mon chiffre d'affaires est bien à jour. Et donc, il y a aussi la manière dont on va consommer la donnée selon les activités de l'entreprise. Et ça, c'est un élément important et on va revenir sur les usages dont on parle depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que ça va influencer fortement la manière dont on va organiser l'architecture des données, de savoir la fréquence de consommation selon les usages. Et plus forcément la fréquence sera élevée, plus on risque de solliciter les serveurs régulièrement. Et ça n'a pas qu'un impact en termes de volume de données, c'est aussi un impact énergétique, c'est-à-dire selon comment vous stockez vos données. Si vous avez besoin d'aller récupérer beaucoup de données toutes les 3 minutes, vous allez avoir besoin de plus de serveurs, plus de capacité de calcul, et ça consomme, tout simplement. Et si on réfléchit un petit peu, cette fois-ci, en termes d'intelligence artificielle, il y a pour moi 2 impacts assez forts, enfin 2 vrais bénéfices en fait au small data. Le premier, il est très pragmatique en fait, c'est que moins de données égale moins d'étiquetage, égale moins de temps d'entraînement des modèles. Donc forcément une facture à la fin du mois qui est plus faible. Et l'autre point, c'est aussi le point dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que si on travaille avec moins de données, on va vraiment devoir se poser la question de est-ce que ces données sont pertinentes ? Donc on va récupérer les données les plus à jour. Donc on va aussi entraîner d'optimiser le stockage de sa boîte, de ces données. Donc pour moi, c'est quand même une tendance qui a plutôt que des bons côtés en termes de bonnes pratiques données et intelligence artificielle. D'ailleurs, je me permets peut-être de rebondir rapidement. Est-ce que des notions de AI Act, c'est des choses avec lesquelles vous êtes familier chez Du coup, nous, on le voit bien depuis 6 mois, 1 an. Enfin, il faut dire que le futur règlement européen, l'AI Act, qui devait sortir a priori, c'était au premier trimestre ou fin premier trimestre 2022. Il y a eu un décalage de retard pour là, premier trimestre 2023. Donc il y a des groupes de travail où on a participé au niveau européen là, sur ce sujet. Et c'est vrai que de plus en plus d'entreprises nous font appel à nous pour des accompagnements progressifs. Alors pour l'instant, c'est juste ils s'informent en fait, parce qu'ils se disent si c'est le même impact que le RGPD, il va falloir qu'on s'y prépare progressivement et anticiper un peu tout ça. Et donc c'est vrai que là, on n'est plus uniquement sur la protection de la donnée et de la data, mais on est vraiment sur tout ce qui est l'algorithme qui est incorporé finalement dans les projets d'IA, d'intelligence artificielle. Quels sont ces projets d'IA, ces IA qui vont être éligibles ou qui vont devoir vraiment être impactés directement ou indirectement par ce règlement européen. Donc il y a toute une hiérarchisation des risques, des niveaux de risque qui soient inacceptables quand c'est certains types d'IA, mais aussi des risques élevés, moyennement élevés, voire minimes. Et à chaque niveau de risque, en fait, le règlement européen à venir y associe des exigences juridiques et éthiques assez importantes, notamment sur le haut risque, qui va jusqu'à faire des tests algorithmiques sur tel ou tel algorithme. Il y a aussi un niveau de transparence autour de ces projets-là qui est amené à aller demander des documentations de techniques très précises sur tout ce qui est le système algorithmique. Et on voit bien que tout ça a aussi une répercussion sur qui va le faire au sein de l'entreprise et qui va préparer ce règlement européen. Et là, on voit de plus en plus se développer. C'est que vous savez que pour le RGPD, il y a associé à un poste qui s'appelle toujours le DPO, donc le directeur pour la protection des données. Et même s'ils ne l'ont pas mentionné ainsi précisément, mais dans l'AI Act, il va avoir un poste qui devrait être autour du Digital Ethics Officer et qui est être un pendant, ou peut-être ça va être le DPO qui va être avec son périmètre d'action élargi
avec ce règlement européen, où ce ne sera pas uniquement la data, mais aussi l'algorithme, les usages, les pratiques qu'on en fait. Et donc, ça pose des questions sur toute l'organisation autour de l'entreprise. Merci. Je pense que ça fait une bonne transition pour passer sur les impacts éthiques du traitement de la donnée. Alors, moi, j'ai tendance à réfléchir ça sous 3 axes. Un premier qui va être un axe moral, donc grosso modo sur les applicatifs, donc le choix des applicatifs. Un axe plutôt très législatif, notamment avec les sujets RGPD et autres. Et ensuite, un axe scientifique, que je trouve qu'on met un tout petit peu trop de côté, enfin qu'en tout cas on ne formule pas comme ça et qui en réalité a autant d'intérêt pour la science. On pourra en discuter ensuite. Sur le côté moral, Gaël, puisque ton entreprise développe des applicatifs en IA, est-ce que c'est des questions en interne que vous vous posez, c'est-à-dire ce cas d'usage-là, je suis OK de le traiter, celui-là un peu moins, ou est-ce que tu n'as jamais été face à ce genre de questionnement ? Alors, je dirais que le positionnement d'entreprise fait que, par définition, on a certains cas d'usage qu'on ne traitera jamais, puisqu'on décide de ne pas travailler avec certains secteurs d'activité et on privilégie de travailler avec d'autres. Typiquement, on privilégie de travailler avec des entreprises qui ont un impact positif et on évite de travailler avec des entreprises qui ont un impact négatif sur notre planète ou alors sur la société. Donc, déjà, naturellement, culturellement, j'allais dire, on évite certains sujets. Et ensuite, on accompagne, nous, des sujets de l'entreprise, donc avec des données d'entreprise. Et nous, généralement, la principale réflexion qu'on a, elle est pas, j'allais dire, éthique, elle est plutôt réglementaire. C'est le RGPD et c'est dire, voilà, il y a des données collaborateurs, il y a des données clients. Comment on traite ces données? Et là, on est plutôt dans l'accompagnement de nos propres clients sur cette réflexion et sur le fait d'être transparent avec les différentes parties prenantes, que ce soit leurs clients ou que ce soit leurs collaborateurs, et dire si vous faites des choses qui impliquent l'usage de leurs propres données, il faut les mettre dans la boucle, il faut être transparent sur ces usages, il faut trouver des solutions avec ces différentes parties prenantes. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, notamment dans le commerce, mais en tout cas, ça fait partie du jeu. Et après, alors, comme j'aime bien les chiffres et comme je m'appuie sur les enquêtes qu'on fait, et comme je sais que l'audience n'est pas forcément composée que de grands groupes, là, quand on pose la question à des boîtes, donc là, encore une fois, 300 entreprises qui sont plutôt des moins de 50 salariés, quand on leur demande est-ce que vous avez mis en place des actions visant à exploiter les données de façon éthique et responsable, on a quand même 43% qui disent non, très clairement. Il y en a 24% qui disent oui. Donc, on reste quand même sur un sujet qui est encore pas dans la conscience collective, si ce n'est un petit peu le même sujet que le RSE, c'est-à-dire que ça commence à prendre de la place, ça s'accélère. Mais par contre, l'éthique des données, ça reste des algorithmes, ça reste quand même un sujet à la marge. Donc, encore du travail. Et même sur le RGPD, parce qu'on semblait dire que tout le monde était plus ou moins acculturé là-dessus, sur les entreprises de taille moyenne, 36% nous disent qu'ils sont en conformité et 27% nous disent qu'ils commencent les démarches. Et puis, il y en a qui disent qu'ils ne comprennent pas l'intérêt pour leur activité, ça représente plus de 30%. Donc, on a encore du boulot. Ça marche. D'ailleurs, pour le coup, question de débutant. Dans la notion de RGPD, il n'y a pas du tout de notion de morale. C'est pas du tout. Alors en réalité, si, c'est pile autour de ça que s'est construit le règlement. Au-delà des questions de pure application juridique extrêmement carrée, le RGPD est avant tout un texte qui se veut pragmatique autour des activités des entreprises. Mais parce qu'il est pragmatique sur le fait qu'une PME qui n'a pas les ressources pour pouvoir payer ses salariés à la fin du mois doit mettre en place certaines choses. À côté de ça, ils ont le principe que, par contre, à partir du moment où on touche des données qui peuvent porter atteinte aux droits ou à la vie privée des personnes, ça commence à être problématique. C'est pour ça que dans le RGPD a été d'ailleurs instauré un article très précis qui parle de l'analyse d'impact, à savoir, dès lors que je mets en place un traitement de données, il faut que je sois en mesure de démontrer que celui-ci ne va pas entraîner des conséquences fâcheuses, entre guillemets, ou même juste à risque pour une personne dont les données seraient traitées. Ce qui signifie, grosso modo, si on a envie de faire une analyse de ces données qui sont stockées depuis Mathusalem pour pouvoir développer un nouvel outil pour ses clients ou ses salariés, typiquement, on doit d'abord mesurer l'impact potentiel que cet outil pourrait avoir sur ces personnes. Et cela dans le sens que
si la techno fonctionne, c'est tant mieux, mais quel impact ça peut avoir sur eux? Et si ça ne fonctionne pas, ou pire, si quelqu'un s'en sert pour faire quelque chose de néfaste, vers quel scénario on peut tendre? Et c'est en ça que l'analyse d'impact et la Privacy Impact Assessment, je vais y arriver, est en place pour beaucoup d'entreprises qui fonctionnent dans tout ce qui est innovation technologique, justement pour servir de garde-fou. Donc, par exemple, si on a envie de développer une petite IA qui fait des petites choses fort sympathiques, en général, oui, on a une analyse d'impact à mettre en place. La morale, ça fait partie du RGPD. Enfin, l'éthique plutôt que la morale. Alors, étrangement, ça fait partie des matières qui sont enseignées en fac de droit. Non, je plaisante. D'accord. En fait, alors oui, pour le coup, il y a vraiment des cours d'éthique. Mais globalement, c'est surtout que, même si c'est quelque chose d'extrêmement contextuel, dans la mise en place d'une analyse d'impact, l'une des choses qui est souvent oubliée, je préfère considérer que c'est oublié qu'autre chose par les entreprises, c'est que normalement, on est supposé demander aux personnes dont les données sont traitées, à leur avis, qu'est-ce que ça va représenter pour elles un traitement. Je donne un exemple. À un moment, j'accompagnais une boîte qui avait un projet justement de traitement d'historique de mesures pour des patients. Bref, c'est pas la question. On a lancé un gros sondage pour pouvoir demander aux patients, à leur avis, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces informations-là. Est-ce qu'ils étaient mal à l'aise avec le fait que ces informations-là soient traitées pour pouvoir améliorer des services ou faire tel et tel et tel autre cas d'usage. Et grâce à ça, on a pu avoir des retours. Donc, oui, l'éthique, c'est une notion qui est pas vraiment, enfin, c'est une notion qui n'est pas finie et qui est extrêmement contextuelle, mais justement, c'est à ça que sert le fait de poser la question aux personnes qui sont concernées par cette typologie de traitement. Donc, pour compléter ce que vous disiez, déjà, la morale, comme tu l'entends, c'est, à la base, d'un point de vue étymologique, c'est le bien et le mal uniquement. Et l'éthique, en fait, c'est déjà une pensée en mouvance, c'est pluridisciplinaire, c'est le bon comportement, le bon usage de quelque chose, en fait. Donc c'est pour ça que la morale, bien ou le mal, finalement, d'un pays à l'autre, ça peut être des notions universelles, mais après, c'est dans l'éthique vraiment où, comme tu disais, la Chine par rapport à l'Europe, la Russie ou les États-Unis, chacun a sa propre éthique. Mais c'est pas, après chacun, c'est très orienté sur socio-culturel, géopolitique, religieux même, qui a impacté. Parce que vous prenez même les lois bioéthiques, etc., par rapport les jurisprudences, par rapport en Espagne, par rapport en Allemagne ou la France. En Espagne, ils sont encore très conservateurs, très impactés. L'impact religieux catholique est très important. Et donc tout ça, ça a aussi des répercussions sur l'éthique. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il ne faut pas mettre en opposition plus ou moins, ou c'est plutôt de la complémentarité entre l'éthique et le juridique. Tout simplement, moi, je fais aussi des tables rondes là-dessus avec des avocats, des juristes, et puis on est assez d'accord là-dessus en disant, finalement, l'éthique, les deux sont des régulations. Le juridique, il est plus là pour sanctionner, finalement, après un événement ou pour préparer un événement. Et l'éthique, en fait, c'est plus une pensée en continu. C'est de l'accompagnement, c'est aussi la zone grise où parfois les technologies avancent très très vite et les usages qu'on en fait et l'éthique, la loi en fait finalement ne sont pas encore en application ou ne sont pas en phase. Donc c'est toujours la course contre la montre pour accompagner ou réguler finalement telle ou telle technologie. Là on parlera peut-être, je ne sais pas, du métaverse. Je ne sais pas si ça va vraiment se développer, mais en tout cas, d'un point de vue réglementaire et éthico-réglementaire, on voit que pour l'instant, il y a tout à faire et on est au tout début de ça. Donc on voit bien qu'il y a toujours une course contre la montre. L'éthique a cet avantage d'être plutôt réactive parce qu'elle n'a pas le temps qu'il faut pour le juridique de légiférer. Et souvent, tous les textes de loi, de toute manière, s'appuient sur les réflexions, le Comité consultatif national d'éthique ou autres organismes comme ça, pour aussi prendre des décisions et légiférer. Donc c'est auto-apprenant, ça s'auto-alimente finalement. Et donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Nous, chez Good Algo, en fait, quand on accompagne les entreprises dans de l'éthique, finalement, on a une vision très systémique, très transversale. Le digital par la base est transversal et on a une approche vraiment où un projet numérique pour nous c'est de la data forcément, mais c'est aussi les algorithmes, c'est aussi les systèmes, c'est-à-dire tout ce que les interfaces homme-machine ou avec l'organisation, l'ergonomie autour de ça. Et puis il y a aussi le contexte.
C'est-à-dire qu'un projet digital, en plein Covid, avant ou après, ou en pleine guerre mondiale, n'a pas le même impact, n'a pas la même portée, les mêmes usages, selon le contexte aussi, géopolitique ou même sanitaire, économique. Il y a aussi les décisions à côté de ça, les pratiques et même la condition humaine. Et toutes ces réflexions-là, toutes ces différentes familles d'éthique, on en a mis 7, eh ben, on peut les associer à des enjeux et des risques éthiques bien spécifiques. Et il faut toujours avoir en tête que tout ça, c'est évolutif dans le temps. C'est-à-dire que l'éthique, même en France, pour telle ou telle discipline ou telle application terrain, eh ben, ne sera pas la même il y a peut-être quelques années avant ou quelques années après, parce que les contextes changent aussi, et les usages et les technologies. Et donc du coup, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. C'est nous, ce qu'on a développé, c'est la notion de l'éthique by évolution. C'est-à-dire que dans le temps, on vient du principe encore plus quand on touche à de l'IA, c'est que l'IA, c'est quasiment un organisme vivant, auto-apprenant de plus en plus, qui va se complexifier avec le temps et les années. Et donc du coup, c'est comme la théorie de l'évolution, où en fait on interagit avec son environnement pour s'adapter, pour évoluer, etc. Et il faut que les régulations et les prises en compte et l'accompagnement autour de ça se font. Et pour finir, un terme qu'on retrouve assez souvent, nous, chez les clients, par rapport à l'AIACT, mais aussi en termes éthico-juridiques, c'est le côté de acculturez-nous, sensibilisez-nous, formez-nous, éduquez-nous là-dessus, parce que, comme l'a très bien dit Gaël avec ses chiffres, que ce soit l'AIACT encore plus, mais même le RGPD ou même la notion d'éthique, il y a des entreprises qui disent c'est quoi vraiment l'éthique? Ok, le juridique, on a un pôle de juristes là-dessus, on voit bien, il y a une formation spécifique. Il faut savoir qu'il n'y a pas de formation universitaire autour de... Tu n'es pas éthicien, parce que c'est considéré comme une discipline pluridisciplinaire. Et donc du coup, c'est souvent, parfois, ça peut être des juristes qui vont faire un DU et qui vont se former pour se sensibiliser à l'éthique. Et on le voit dans les entreprises, il y a même maintenant des départements séparés du juridique et de la compliance qui va se développer autour de l'éthique. Et c'est très complémentaire finalement, mais mis à un autre niveau. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte sur le terrain. C'était super intéressant, j'ai eu beaucoup d'informations. Mais du coup, ça me fait penser à quelque chose qui est assez intéressant, c'est que, en fait, quand on parle de données, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne met pas assez en avant, c'est le fait que les données qu'on génère ne sont que le miroir du monde réel, d'une manière ou d'une autre. Et qu'en réalité, on parle beaucoup d'éthique dans la donnée, dans l'IA, mais comme ces données sont générées par le monde réel, on crée déjà un biais puisque le monde est biaisé. Tout le sujet, à mon sens, c'est d'être capable de créer une manière de rendre le monde de la donnée plus éthique et mieux, de manière absolue, que le monde réel d'aujourd'hui. Ça passe par exactement ce que vous disiez, donc de l'éthique et de la régulation. Est-ce que vous pensez qu'on va dans la bonne direction ou qu'en réalité, il y a encore énormément de travail, notamment sur des biais des données, par exemple? Comment est-ce qu'on peut vraiment lutter contre ça quand le monde d'aujourd'hui est toujours aussi biaisé qu'avant, finalement? Peut-être, Laura, si tu peux nous parler d'armes juridiques ou ce genre de choses là-dessus. Ta question est hautement philosophique. Je suis assez d'accord sur le fait qu'effectivement, on travaille pour, je pense tous, pour qu'il y ait une forme de disparition, plutôt de diminution des biais, que ce soit algorithmique ou de façon générale dans la société. Après, est-ce qu'il y a des armes juridiques face à ça? Ça dépend. On va parler très simplement. Aujourd'hui, c'est une journée consacrée justement à la transformation numérique, au TPE, TPME. On est en train de parler de data, d'IA et d'autres thématiques qui sont vachement complexes pour beaucoup de personnes. Et ce que tu disais est extrêmement juste. Il y a avant tout une notion de sensibilisation et d'information à mettre en place pour pouvoir avoir un débat à peu près égalitaire. Et là, clairement, sur les outils juridiques mis en place pour pouvoir limiter des notions de biais algorithmiques, en fait, il faut que le mal ait eu déjà lieu pour qu'on puisse se retourner. Par exemple, à un moment, il y avait eu un grand projet d'utilisation d'une IA
par, je ne sais plus si c'était un organisme étatique ou un organisme chargé de la gestion des attributions de logements dans une ville. Toujours est-il que l'IA, par rapport à la donnée qu'elle récupérait, avait récupéré tous les biais racistes, discriminant socialement les personnes, pour pouvoir envisager que là, à tel endroit, c'était la bonne option d'implanter un nouvel HLM parce que c'était cohérent avec l'ambiance du quartier. Le fait est que, effectivement, c'est le reflet de la réalité. Donc, est-ce qu'on peut considérer que, mis à part un être humain qui va regarder ça et se dire oh, en vrai, on essaye de démocratiser la zone, c'est peut-être pas l'idée de faire ça. Est-ce que, mis à part avoir un œil humain pour pouvoir limiter la casse parce que ça correspond à nos besoins éthiques à nous et pas du tout à ceux d'une IA qui s'en fiche au final de notre éthique, on a d'autres recours. Juridiquement, il n'y a pas de texte qui va condamner, actuellement en tout cas, une IA sur le fait qu'elle est, à proprement parler, d'une proportion extrême à être particulièrement non politiquement correcte, on va dire. Le fait est que, oui, on va avoir la société qui a émis cette IA qui va se retrouver poursuivie à dire, bon, ben voilà, vous avez créé une IA avec un biais raciste. Il y a IBM qui s'était fait avoir pareil sur leur IA qui est devenue raciste, insultante et particulièrement misogyne en quelques heures. Enfin, mis à part le contrôle des gérants de ces boîtes-là pour pouvoir dire en vrai, on ne va pas risquer de se prendre un procès pour ça, il n'y a pas grand-chose en fait. On va dire la même chose, mais heureusement, je pense qu'il y a des armes scientifiques là-dessus. Peut-être que sur les notions d'études de biais, des jeux de données, c'est quelque chose que vous travaillez avec vos clients chez Goodalgo. Oui, non, mais c'est ça aussi. Alors, je rejoins ce que tu disais, mais après, avec normalement l'IACT, on devrait quand même avoir un début de régulation dans ce sens-là, notamment pour les IA dites à haut risque. Mais moi, je le vois bien même dans le quotidien pour les entreprises. C'est que s'il n'y a pas un système de labellisation imposé, ou nous, c'est ce qu'on développe avec Goodalgo, mais s'il n'y a pas une régulation qui impose telle ou telle chose, telle ou telle exigence aux entreprises, bah, clairement, les entreprises, elles disent nous, tant qu'on reste dans le réglementaire, après, on fait entre guillemets ce qu'on veut. Et les budgets associés pour telle ou telle chose, il y a la notion, on parlait de ethics by evolution, mais il y a aussi la notion de ethics by conception, by design, du coup. Et là, là, on va regarder si les personnes, elles font bien leur travail, les responsables de projets digitaux, et ils vont créer des comités d'éthique, et puis après, des comités de surveillance de la data. Ils vont mettre autour de la table des postes pluridisciplinaires où dedans on peut même prendre des représentants d'usagers ou d'utilisateurs pour prendre aussi leurs exigences et leurs attentes. Et ça, clairement, c'est pas fait spontanément et c'est une minorité. Et ça, c'est dans un monde idéal. Et donc, du coup, on revient toujours à cette acculturation et de sensibilisation. Si ce n'est pas imposé à un moment d'un point de vue réglementaire et sanctionnable, c'est vrai que c'est du temps, c'est de l'énergie, du coup, c'est de l'argent. Et voilà, et donc c'est des freins aussi. Donc c'est vrai que là, on touche quelque chose qui est au quotidien, qui se développe pas assez vite, ça c'est sûr. Il y a quand même des prises de conscience, mais c'est encore... les signes commencent à être dans ce sens-là. Il y a de plus en plus de congrès scientifiques ou même des congrès professionnels, des tables rondes sur ces sujets-là, et c'est tant mieux, mais on est encore au tout début de ça, je trouve. Et il faut vraiment passer la seconde parce qu'il y a des biais qui sont colossaux et qui a des répercussions sur la citoyenneté qui est assez énorme, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a tous ces enjeux-là qu'il faut prendre en compte. Et là, ça passe encore une fois par de l'accompagnement au sein des entreprises. Mais je pense que les pouvoirs publics aussi, il faut qu'à un moment donné, mettre le pied à l'étrier et mettre du poids sur la table pour faire avancer les choses. Et si ce n'est pas imposé, c'est sûr que ça sera des bonnes paroles, mais au bout d'un moment... alors, c'est vrai que j'avais fait une conférence au MEDEF il y a quelques années, et sur l'éthique autour des data, autour de l'algorithme, etc. Et à la fin, plusieurs grands chefs d'entreprise me disaient « Mais monsieur Béranger, l'éthique est devenue pour nous une valeur économique.
C'est-à-dire que si on n'a plus ce lien de confiance autour de l'application digitale pour des clients ou des potentiels clients, eh ben, on ne va pas faire de business derrière. Donc très bien, ça s'est concrétisé par des actions en interne après avec eux, mais ça reste encore, je trouve, minoritaire, et les entreprises qui développent énormément ça, elles sont assez pionnières, en tout cas pour les grands groupes du CAC 40, mais il faut qu'on avance encore un peu plus sur ce sujet, ça c'est sûr. Après, si je peux me permettre une... Il y a 5-6 ans, les politiques RSE, il y avait des pionniers qui avançaient sur ce sujet, qui se mettaient à faire à se faire labelliser, etc. Et maintenant, ça devient un sujet où si tu n'es pas dans cette dynamique-là dans ton entreprise, limite, tu es marginalisé. Et quelque part, peut-être que le sujet éthique, c'est un petit peu le même chemin, même si aujourd'hui, il y a encore beaucoup de boulot parce que la perception de ce sujet n'est pas accessible au plus grand nombre. Enfin, en dehors des grosses entreprises, clairement, moi, les PME avec lesquelles je parle, ils en sont très, très loin de ces sujets-là. Et du coup, c'est exactement le ressenti que j'ai, et je peux aller encore un peu plus loin, c'est la RSE ou même l'écologie, environnement, etc., qu'on dit oui, il faut être écologie, machin, ok, très bien. Mais c'était il y a 20 ans, une quinzaine d'années, il n'y avait pas d'experts sur le sujet. Donc, ok, comment on fait? Concrètement, les entreprises, elles ne sont pas formées à ça, ils prennent des experts, mais il n'y avait pas d'experts sur le terrain véritablement, il y avait 2-3 pionniers, et après c'est devenu des standards progressivement, mais c'est vrai qu'il faut une grosse dizaine d'années, une quinzaine d'années pour que ça se développe. L'éthique, ça peut rentrer totalement, une partie en tout cas peut rentrer dans la RSE. Moi je fais des projets qui sont transversaux, où j'ai le responsable de la RSE, de la compliance, du juridique, des RH aussi, de la com interne, de la com externe, et on voit que c'est ultra transversal. Je pense que, et là, bon, en étant optimiste, j'avais fait ma thèse sur le sujet en 2009-2012, il y avait 0 congrès scientifique ou manifestation sur ce sujet-là. Associer l'éthique au digital, c'était impensable, parce que c'était antinomique, c'était les sciences molles contre les sciences dures. Et donc du coup, on cloisonnait les choses. Pourquoi? Parce que tout simplement aussi, la société n'avait pas digéré ce qu'étaient ces nouvelles technologies. Donc quand vous n'avez pas digéré des nouvelles technologies, vous ne pouvez pas prendre du recul, de la hauteur, et regarder les conséquences et l'impact que ça a au quotidien, parce que vous ne voyez même pas les applications au quotidien que ça peut avoir. Du moment que ces nouvelles technologies commencent à dire « Ah oui, il y a de la sensibilisation, on comprend ce que c'est ». Il y a la blockchain à un moment donné, c'était un peu dans le vent, mais assez vite, ça s'est un peu évaporé pour l'instant parce que personne ne comprenait vraiment ce que c'était un peu obscur, même si dans les travaux de recherche et puis même au sein des entreprises, ça se développe, mais tant qu'il n'y a pas la valeur d'usage, ça ne va jamais exploser comme on veut. Là, on voit qu'il y a eu pendant 3-4 ans, c'était plutôt autour de l'IA, donc les sujets tendances, et là, depuis un an et demi, c'est le métavers qui commence à être un peu partout. Mais parce que là, et du coup, on commence à se dire, ah ouais, ok, mais c'est quoi les conséquences? C'est quoi les enjeux? C'est quoi les risques, du coup, éthiques autour de ça? Et donc, du coup, oui, il faut aussi que la société civile et donc les professionnels, parce que sans la société civile, les professionnels, ils ne vont pas faire de business, prennent en compte aussi ces nouvelles structurations-là de sujets et les incorporent au sein de leurs entreprises. Et encore une fois, il n'y a pas de professionnels de l'éthique associés au numérique formés et adaptés aux entreprises. Et donc, du coup, il faut qu'aussi les entreprises, progressivement, en interne, se structurent, s'organisent pour, et si ça ne vient pas déjà du COMEX, c'est-à-dire du comité de direction stratégique et autres de l'entreprise, donc, et de la conseil d'administration, qui dit, voilà, l'éthique c'est important, c'est notre ADN, c'est quoi l'éthique? Ça correspond à quelle valeur humaine pour nous? Et on en est fiers. Et comment on le concrétise? Comment on crée ce sens, cette transparence, cette sécurité et donc cette confiance? Et à partir de là, il crée des actions, il crée des postes. Et progressivement, après, il faut, comme disait Gaël, c'est de se dire, voilà, après, à un moment donné, ça va se mettre progressivement en marche. Et si le juridique peut après dire c'est un standard, ça rentre dans la RSE, ça rentre dans différentes réglementations, etc., il faut une labellisation, il faut un accompagnement, il faut des tests algorithmiques, etc., là, ça ira beaucoup plus vite et on va y arriver à des choses concrètes. Après, pour
prendre la défense rapidement des PME. Mine de rien, j'accompagne pas mal de startups et plutôt des ETI sur des questions de protection des données, de sécurité informatique, enfin, c'est un peu divers et varié. Je suis une personne qui fait plein de choses. Il y a quand même beaucoup d'entreprises avec lesquelles je travaille qui ont à cœur cette notion. Et là, je pense notamment aux startups que j'accompagne. C'est elles qui ont le moins de moyens, mais c'est elles qui vont davantage se préoccuper des enjeux environnementaux, des enjeux éthiques, qui ont tous, pour la plupart, grandi avec Instagram et les dérives, notamment pour tout ce qui est anorexie et autres problématiques de poids pour les jeunes, etc. Enfin, il y a une conscientisation de la société civile et celle-ci forcément se reflète dans le fait que les dirigeants les plus jeunes ont une vision sur ces questions-là. Et je pense que c'est plutôt une problématique financière qu'autre chose, puisque justement, il n'y a pas de profession spécialisée dedans. Donc, pour trouver un bon expert, il faut s'accrocher. Qui fait que les PME ont des freins et aussi la peur, au final, de se dire qu'elles ne pourront plus agir comme elles en ont envie. Et je pense qu'on a assez monopolisé le temps de parole, donc je m'arrête là. Mais je voulais défendre les PME. Merci pour ce plaidoyer pour les PME. Il y a peut-être aussi un autre pan du côté de l'étude des biais dans les jeux de données, qui est juste en fait un axe de performance des algorithmes qu'on va développer derrière. En fait, au-delà de la législation et de l'éthique, avoir un jeu de données qui est ce qu'on appelle bien représentatif, finalement, entraîne des performances bien meilleures des algorithmes derrière. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que c'est pas trop un axe qui est développé dans le grand public, mais qui va dans le bon sens, en réalité, dans l'amélioration des performances en continu des modèles. Je veux juste le rajouter parce qu'on n'avait pas trop parlé. Juste là-dessus, on voit qu'il y a des métiers comme tout qui se développent et qui se créent au fur et à mesure aussi des nouvelles technologies, des contextes, des régulations, etc. Là, dans la data, en tout cas, il y a des métiers comme c'était l'équivalent d'un arc finalement pour les essais cliniques, c'est-à-dire qu'ils vont être là pour dégraisser, pour regarder la qualité, la pertinence de tel ou tel jeu de données, pour mieux les cibler finalement. Alors après, les stocker à différents niveaux, ça c'est un autre débat. Mais ça, c'est un nouveau métier qui commence à se développer énormément pour justement avoir une cartographie de tout ce qui est, d'un point de vue intrinsèque, la qualité intrinsèque des jeux de données, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui se développe, en tout cas pour les grandes entreprises, là-dessus, de plus en plus. Et peut-être des PME aussi, je ne sais pas. Ouais, même dans le milieu des startups, c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus au goût du jour pour des raisons très pragmatiques. C'est que finalement, les résultats finaux seront meilleurs, quoi. Donc, effectivement. Et du coup, sur les 4 minutes qui restent, je voulais faire une ouverture un peu rapide. Parce que, comme Gaël, tu disais tout à l'heure, la RGPD, c'était quelque chose qui est censé être un garde-fou en Europe. Mais se pose quand même la question de l'Europe versus les autres. Et de l'impact en fait de tous ces questionnements éthiques qu'on a en Europe, beaucoup plus qu'on a ailleurs. Et j'aimerais avoir votre opinion, grosso modo, sur le futur de l'Europe dans la data et l'IA, si on réfléchit à toutes ces régulations qui sont en place et tous ces questionnements. Comment vous voyez ça d'ici 10, 15 ans? Est-ce que finalement on aura inventé en quelque sorte une nouvelle manière de faire de la data science et gérer des données? Ou est-ce qu'on va forcer les autres à se mettre à nos standards? Alors c'est vrai que si on fait le parallèle avec le RGPD, on a bien vu qu'au final, tout le monde essaie de s'aligner un petit peu avec l'Europe pour pouvoir continuer à faire du biz, tout simplement. Mais je pense que sur l'IA, ça ne va pas être le même scénario parce qu'objectivement, on en parlait juste avant cette table ronde un petit peu avec Thibaut, l'IA Act va imposer beaucoup de limitations pour éviter justement cette typologie de risque autour de l'éthique. Et nécessairement, ça va nous rendre moins compétitifs sur le développement de nos outils si on n'est pas en capacité de faire de la recherche en paix, entre guillemets.
Après, bien évidemment, je reste une juriste, donc dans l'application, il faut que ça reste quelque chose de propre, on va dire, pour les utilisateurs. Mais clairement, je pense qu'à un moment donné, pour innover, il faut être en capacité de ne pas avoir les mains liées. Donc, il faut voir comment ça va s'aménager dans le texte final. Mais je continue à considérer qu'il y a de bonnes chances qu'on soit, du coup, un peu plus en retard que d'autres pays. Pour faire suite à ça, le retard, on l'a déjà énormément appelé, parce qu'un exemple tout simple, c'est que quand nous, en France ou même en Europe, on a investi plusieurs millions sur l'IA, les Chinois et les Américains, c'est plusieurs milliards, et depuis plusieurs années. Donc, du coup, je ne dis pas qu'on a fait de la régulation pour dire nous, on va être les champions du monde en Europe ou les décideurs de la régulation au niveau mondial. Mais du coup, ça coûte beaucoup moins d'argent, finalement, même si c'est beaucoup de temps humain et de brainstorming. Mais c'est vrai que là-dessus, mais même le RGPD, il y a des États, il y a d'autres pays qui veulent faire un RGPD un peu plus soft ou un peu dans cette mouvance-là. Donc, si on est plutôt positif, on dit que oui, le RGPD a eu un impact au niveau peut-être mondial ou une partie du monde sur, oui, c'est bien d'être juridique, mais c'est bien aussi d'avoir de l'éthique, de faire attention à ce qu'on fait, machin, avec les données de santé ou les données autres. Très bien. Concernant l'IA, je pense qu'à un moment donné, se posera la question de se dire, bon, ok, très bien, on fait un règlement européen, pro-européen là-dessus. Si l'IA, c'est même les données, c'est pareil, c'est au niveau mondial, se posera la question de se dire peut-être qu'il va falloir trouver un organisme international, je ne sais pas si c'est un espèce de ONU ou autre chose, mais à un moment donné, il faudra se dire il va falloir qu'il y ait des moratoires qui sont au niveau mondial avec des réglementations là-dessus qui soient un peu plus mondiales, parce qu'on va vite voir les failles d'un continent à l'autre. Et c'est vrai que ça va avoir des impacts aussi sur le développement de la recherche ou même sur les usages de l'IA, quoi. Gaël, tu veux rajouter quelque chose pour conclure ? Les sensibilités de chaque continent ou chaque pays vont être différentes. Donc l'Europe est toujours en avance sur ces sujets éthiques et sur les sujets où on souhaite bosser sur ces sujets. Après, moi personnellement, je pense que ça va être compliqué de fédérer ou de faire en sorte que l'Europe soit précurseur et que les autres la suivent. Parce que notre poids à l'échelle mondiale n'est pas le même que ce qu'on pourrait avoir des pays comme la Chine. Merci. On conclut ici. On est bon ? Ça marche. Écoutez, merci beaucoup pour la foule. Merci. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. À bientôt.